Bienvenue à toutes et à tous pour ce deuxième numéro des Mardis du Petit Lectorat. Merci à vous qui nous suivez via les réseaux sociaux un peu partout dans le monde. Je vous salue et aussi merci à vous, notre petit public bien sympathique. Merci d'être venu. Aujourd'hui, notre invité va nous proposer un petit voyage. C'est un invité qui vit à Paris et qui vient de publier son premier roman, intitulé « Laisse folie courir ». Alors, à travers ce roman, Gerda Cadostin va nous faire voyager. Elle sera notre guide. On va en Haïti et plus précisément dans le département de l'Artibonite et plus précisément encore dans son village natal, Guéro. Alors, Laisse folie courir, c'est pour tous les lecteurs qui aiment rire et pleurer quand ils lisent, vous qui aimez être fourvoyés par vos lectures, Laisse folie courir est pour vous. Bienvenue Gerda Cadostin, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Bienvenue. Merci Angelo, merci de m'avoir invité. Je suis là avec grand plaisir et on va parler de Laisse folie courir. Je ne vais pas te présenter Gerda, je vais te laisser le soin de le faire. Tu sauras mieux le faire à ma place. Tout à fait. Donc moi je suis Gerda Cadostin, je vis en France depuis 40 ans, donc ça veut dire que ça fait 40 ans que j'ai quitté Haïti, et plus précisément mon village, Guéro. Mais pendant toutes ces années, je n'ai jamais cessé de penser au village. En fait, voilà, c'est resté là en moi. Et cette chose, ces souvenirs tellement intenses, très forts, ont maturé jusqu'à donner, voilà, ce qu'on a aujourd'hui, ce Laisse folie courir. Et le nom, c'est vraiment, ça s'adapte très bien à cette maturation. C'est comme un bon vin très bien corsé, ou un bon rhum aussi bien trempé. Et voilà, c'est Laisse folie courir. En effet, Laisse folie courir. Moi, quand j'ai commencé ce texte, je me dis, ah non, mais c'est son 30e roman, parce qu'il y a vraiment une maturité dans l'écriture. Et justement, tu prends beaucoup de risques, notamment dans la forme et dans le fond, comment tu choisis. Alors, je dois rappeler que Laisse folie courir, c'est l'histoire de la famille de Gerda Cadostin. Elle parle de ses ancêtres, de ses aïeux, qui remontent depuis le Dahoméen et la Bordelaise, de l'époque de la traite négrière, évidemment. Et donc, elle nous raconte cette grande famille dans l'Artibonite, évidemment. Et à travers cette histoire, on va dire cette saga familiale, Gerda nous raconte Haïti, une forme de vie à l'haïtienne, et notamment cette vie rurale, cette organisation, on va dire, rudimentaire de la vie. Et donc, c'est de ça que parle Gerda. Il y a l'histoire aussi de l'indépendance, etc. Il y a beaucoup de choses, mais c'est écrit de manière bien aérée, ça se lit très facilement. Alors, Gerda, ma première question pour toi, c'est que, est-ce que tu as cette conscience de, quand tu écris ce texte, de t'inscrire dans une tradition littéraire, on va dire, d'expression créole, haïtienne? En fait, moi, je ne me suis pas posé des questions de genre ou de forme. Pas du tout. J'ai travaillé tout ce que je voulais faire, enfin quelque chose dont j'avais conscience, c'était, je voulais rendre cette vie, ce quotidien de ma famille paysanne à Guéro, je voudrais rendre ça vraiment, je voulais rendre ça dans son essence,
dans toute sa singularité, sa quintessence. Donc du coup, je me suis rapprochée le plus du créole, et pas n'importe quel créole, ce créole paysan, qui n'est pas un créole des Port-au-Prinsiens, hein. C'est vraiment le créole paysan tout à fait autre, et je voulais rester là. En même temps, c'était aussi décrit en français. Du coup, ben voilà, c'est un tricotage, un travail méticuleux. Je voulais que ça reste l'image créole, quelques mots par-ci par-là, mais surtout l'image créole, et rendre la vie telle qu'elle était à ce moment-là, mais en français. Donc évidemment, ce français dans ce livre est très très coloré, c'est vraiment français sauce créole. On aurait pu, c'est là que tu trompes le lecteur. Tu trompes le lecteur, tu fais ça régulièrement dans le roman. C'est que ça aurait pu être une autobiographie, et ça ne l'est pas. Et donc, tu racontes cette histoire avec la voix de Sankochon. Sankochon qui est une aïeule âgée de plus de 200 ans. Sankochon qui raconte l'histoire, et vers la fin, on va dire, et elle te passe la main, elle te confie cette histoire, et maintenant à toi de la raconter. Est-ce que c'est pas ton propos justement dans ce texte, ton propos de la transmission de la mémoire de cette famille, aussi la mémoire du pays à travers ta famille? Donc c'est Sankochon qui me raconte. Sankochon, c'est une aïeule, en fait ce que j'appelle une ancêtre vivante. Ça existe nulle part, mais à Haïti ça existe bien entendu. Et donc c'est Sankochon qui me raconte tout ça. Alors Sankochon me raconte l'histoire jusqu'à un certain moment, parce que moi j'étais vraiment enfant, et donc elle me raconte tout ce que je ne pouvais pas savoir moi-même. Et Sankochon, c'est intéressant parce que en fait, elle sait tout. Elle vient d'Afrique, elle a traversé les océans, elle est arrivée en Haïti, elle était aux côtés de Boukman, donc d'ailleurs d'où son nom Sankochon, parce que ce soir-là, lors de cette cérémonie vaudou, Sankochon était là et elle a bu le sang du cochon, comme les autres esclaves, en promettant liberté ou la mort. Et donc Sankochon, depuis d'ailleurs, d'où cette appellation Sankochon, parce qu'elle ne s'appelait pas comme ça, Sankochon. Elle s'appelait Miklo, c'était son nom d'Afrique. Oui. Et aussi, ce que j'ai omis de dire tout à l'heure, c'est que c'est une histoire de femme avant toute chose. Et donc, par moments, je me dis, est-ce que dans l'écriture de ce texte, tu t'es posé la question à savoir, est-ce que tu n'es pas féministe? Alors, pas du tout. En fait, c'est après coup, hein, parce que c'est vrai que le livre a d'abord été publié à Montréal, mais c'est vrai que là-bas, vraiment, le féminisme, ça bat son plein. Et c'est là où on commence à me dire, ah, mais c'est un roman féministe, ah bon, mais pourquoi? En fait, bon, je crois que tout ça pour dire que c'est à croire que dans ce village et en ce temps-là, ben voilà, ça se passait comme ça. Moi, je raconte, et il se trouve que dans le présent, ça trouve un écho. En fait, c'est ça. Non, en fait, parce que c'est vrai que j'ai vécu enfant dans ces coins-là. Il y a des choses qui me sont restées, qui sont devenues une sorte d'obsession pour moi. C'est vraiment les femmes, la question des femmes, d'avoir vu autant de femmes dans autant de tribulations et autant de joie et de distraction, de voir toutes ces femmes comme une sorte de perpétuelle tribulation, mais en perpétuelle aussi... jouissance, le sexe, les hommes, bon, après, faut pas analyser après coup, mais voilà. Et ça m'a beaucoup marqué de voir ces femmes, mais tout le temps, même si elles faiblissent, mais elles n'ont pas le choix que de repartir. Ça m'a beaucoup marqué. Et puis aussi la mort. La mort, ça c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup marqué, de voir quelqu'un la veille, et puis le lendemain, la personne n'est plus, bon ben elle est morte, enfin... Ça m'a beaucoup marqué aussi, d'ailleurs, ce qu'on retrouve, je pense, beaucoup dans Les Folies courir. À Petite Rivière de l'Artibonite, Raphaël, Joséphine et Aline inscrivent Vierge et Viergira à l'école des religieuses, où la mère supérieure, une haïtienne disposée au Christ, mais réfractaire aux chrétiens vivants, aux gens qui luttent pour le pain quotidien, aux enfants de pères invisibles et à leur mère,
dévisagent les deux sœurs dans la cour de l'école comme deux péchés ambulants, côte à côte. Ce que tu appelles la plus grande confrérie haïtienne, celle des Pères Invisibles, et qui continue, c'est un fil conducteur presque dans le roman. Et je me demandais si tu pouvais parler un peu de ça. Des Pères Invisibles. Mais il n'y a que ça. Pourquoi il n'y a que ça dans le pays. Est-ce que c'était important Mais d'insister là-dessus? C'est même pas important. Enfin, je veux dire, c'est primordial. C'est ce qu'on vit, c'est ce que vivent la majorité des enfants en Haïti. Ça fait partie du quotidien des enfants, des femmes. Oui, les Pères Invisibles. Mais il n'y a que ça, hein, c'est la plus grande confrérie haïtienne. En fait, ils ne sont pas si invisibles que ça, ces hommes-là. Sauf que on ne les voit pas. Enfin, les enfants ne les voient pas. Parfois, ils les voient passer. Ah, c'est ton père. Bon, voilà. Donc, évidemment, l'enfant peut grandir comme ça jusqu'à son âge adulte et jusqu'à la mort de ce père invisible qui, suivant les situations, va être trop content de retrouver cet enfant dont il ne s'est pas occupé, parce que, mourant, sa situation à lui est périclite, enfin, il n'a aucune situation, donc l'enfant, trop content de retrouver un père, même si c'est sur son lit de mort, il va s'en occuper. Il y a cette situation, mais il y a aussi une situation où le père invisible en question, jusqu'à sa mort, il ne reconnaît pas l'enfant qui a déjà 60 ans, 50-60 ans. Ce sont des situations qui se vivent tous les jours. Tu parles aussi d'autres hommes qui sont plutôt courageux et aimants. Mais tu dis, soit ils sont morts, les bons meurent, et les mauvais, les invisibles se dérobent. C'est ça. Donc quand même, il y a je ne prêche pas pour ma petite chapelle, c'est pas parce que je suis un homme, mais on se rend compte dans cette histoire, mais est-ce que c'est fait exprès de tuer les bons et d'invisibiliser les mauvais? Non, enfin, bon, après, il y a la mort, malheureusement. Haïti, c'est un pays de poètes et de malheurs, hein, voilà. Donc, les bons, ils peuvent mourir, voilà, puisque la mort est tellement là qu'on ne peut pas même plus se poser la question, pourquoi il est mort, hein, c'est normal, hein, on passe sa vie à mourir, bref. Et puis, les autres qui sont invisibles, en fait, moi, de cette histoire que je déroule, je n'ai pas beaucoup d'exemples d'enfants ayant vécu toute leur vie avec leur père, enfin plutôt de femmes ayant vécu toute leur vie avec un même homme. Hein. C'est, à un moment donné, petit à petit, il y a une sorte de fuite, il reste un demi de l'homme, et puis un quart, et puis un huitième, et puis un 16e, et puis bon voilà, le petit reste s'en va, c'est ça, c'est une réalité. Bon, après, quelques enfants ont la chance inouïe d'avoir un père, mais alors c'est tellement une situation spéciale que je ne sais pas s'il faut l'évoquer. Bon, après, moi, je parle d'une situation dans un village. C'est vrai que tant que, ce que j'ai remarqué aussi, hein, tant que ces femmes étaient au village, elles avaient un mari et les enfants avaient des pères. C'est à partir du moment où ces femmes ont commencé à partir, à refuser les hommes du village, à ne plus vouloir prendre ces hommes avec leurs orteils partis dans toutes les directions parce qu'ils marchent pieds nus dans les rizières, etc. Et bien là, ça a commencé, effectivement, là, ça a créé des générations d'enfants sans père. Il y a cette dichotomie, je ne sais pas si c'est fait exprès, une opposition entre la vie rurale et la vie urbaine. On voit que dans le livre, c'est des paysages enchantés, c'est des rivières, et c'est la liberté à la campagne. Et dans les villes, c'est oppressant. Il y a ce boucan de la ville, cette tumulte. Est-ce que c'est fait exprès d'opposer ces deux modes de vie? En fait, moi, je parle de ma mère, hein, Vierge Cadostin, que vous retrouvez dans le roman. Les prénoms sont les bons, hein, dans le roman.
Ben, ma mère, oui, c'est l'expérience même. Elle a vécu au village, elle est née là. Et elle n'a plus voulu, elle a trouvé que les hommes des villages n'étaient pas costumés, ne parlaient pas le français, enfin, même mauvais français, mais enfin bref. Donc, elle et sa sœur, et d'autres cousines aussi, sont parties en ville trouver des hommes. Mais ces hommes-là, ce sont des citadins. Et qu'est-ce qu'ils cherchent, eux? Ben, des petites paysannes, parce qu'apparemment, elles sont réputées parce que soit elles sont vierges, soit elles ont le sexe ferme. Voilà, donc dès lors, chacun, on ne cherche pas la même chose, c'est-à-dire ces femmes qui veulent être aimées, adorées, etc., pour trouver un homme pour faire leur vie, et ces hommes qui cherchent ces femmes-là, mais vraiment pour ces moments-là. Pas question pour le citadin, bon. Et donc, ben, elles font des gosses comme ça, sans trop réfléchir. Bon, là, je parle après coup, mais disons qu'elles font des enfants. Moi, l'idée que j'ai, c'est voilà, allô, bonjour, comment ça va? Comment on y est? Et la femme, elle accouche, voilà, le temps de... C'est quelque chose qui... Ça paraît un peu rapide. Parfois, on me dit, attends, mais comment tu... Eh ben, c'est pas de ma faute, hein, c'est ce que j'ai vu. En fait, il faut juste pas saluer une femme haïtienne. Il faut qu'elle tombe pas enceinte. Bon, voilà, j'espère que ça appartient au passé. Il y a beaucoup de... Voilà, donc tu fais cette critique je peux l'appeler une critique de la paternité manquante. Aussi des différentes institutions religieuses, des écoles, etc. Mais de l'autre côté, il y a ce que tu appelles l'espoir à l'haïtienne. Et ça m'a marqué parce que ça revient à plusieurs reprises. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ce que c'est que l'espoir à l'haïtienne? Alors, l'espoir à l'haïtienne, voilà, l'haïtienne, elle existe avec l'espoir bien accroché aux tripes, quelle que soit la situation, elle garde cet espoir. Et en fait, c'est comme toute une vie d'espoir. Ça ne débouche, j'allais dire même, ça débouche rarement sur quelque chose de si positif que ça, mais c'est comme un booster, ça leur permet déjà de tenir. Et c'est ça, en fait, c'est un espoir qui ne faiblit pas, peu, et qui aide les gens, enfin les femmes en particulier, à tenir. C'est quelque chose qui est dans les tripes, dans la tête, dans tout le corps. Voilà, c'est comme une sorte de bâton. Vous savez, on avance avec ça. C'est ça, cet espoir à l'haïtienne. Moi, j'ai trop vu ça, cette espèce d'espoir. Demain, ça va se passer. Et puis, demain arrive, il se passe rien. Ah, mais c'est pas encore le moment. Ça va venir, il faut encore attendre, etc. Donc, jour après jour, voilà, c'est ça. Et l'espoir est toujours là, ferme, digne. Oui. Merci beaucoup, Gerda, d'avoir accepté notre invitation. Ça a été un moment assez sympathique, plaisant. Merci encore et c'est sûr qu'on va se revoir. Ah oui, évidemment. J'espère, bien sûr. Et je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir suivi cette émission, cette belle émission avec notre invité Gerda Kadostan. Alors, je vous le dis, Laisse Folie courir, vous pouvez le commander dans toutes les librairies et vous l'aurez. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission dans pas longtemps. Merci à vous, à bientôt. Yon peuple qui aime belle musique. Yon peuple qui aime mélodie tout. La vie a yo c'est tout réuni. Yon peuple l'a chanté, le pape joué tout. Li chanté nan rara, li chanté nan mera, li chanté pour le montrer le révolté.
l'elle senti l'humilier, les chante, l'elle senti d'or pesé, les chante, l'elle pas qu'à s'y porter, les chante, pour pas mourir tout fait, les chante. Li chante la rivière, li chante dans marché, li chante pour le monter, le révolte. Oui, oui, oh, oh. Oui, oui, oh, oh. Oui, oui, oh, oui, oui, oh. Nous chanter pour nous voyer ou aller. Nous chanter même dans la dernière prière. Oui, 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 oui. Nous chanter pour nous recevoir tout. Même laisser pour malin nous chanter. Nous gain pour nous chanter. Joue beaucoup pas monter pour Clinton. Nous gain droit pour nous vivre. Haïtien c'est samba, yo chante. Haïtien gen belle voix pour le chanter. Genou va gen victoire, n'a chanté. Chanter pour nous chanter, pour nous camper. N'a chanté pour progrès, n'a chanté pour demain, n'a chanté pour l'espoir retourner. Nous chanter dans la saline en bas cartouche. Nous chanter dans marché, nous chanter dans rara. Nous chanter devant Zamio, dans manifio. Nous chanter pour grand coup, nous chanter dans ride l'enterrement. Nous chanter. Nous gen pour nous chanter, jouer au groupe à monter, nous petit cheveux. Nous gen droit, nous fucking gen droit pour nous vivre. Merci.